Sur les 60 000 détenus qui sont enfermés dans les prisons françaises, il n'y a que 2300 femmes. Plus que pour les hommes, la prison est un choc terrible pour les femmes. Loin de leur famille, de leurs enfants, de leurs amis, elles sont beaucoup à craquer psychologiquement, et cela quel que soit leur crime. D'autres s'efforcent de s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un pour gagner un peu d'amour ou de tendresse. Tournées en France, en Angleterre et aux États-Unis, des histoires bouleversantes, des témoignages poignants de femmes au sommaire de ce nouveau numéro d'Enquête exclusive. Un matin de janvier, dans les vallons de l'Yonne, quelque part entre Auxerre et Dijon. Perdu en pleine campagne, voici la prison de Joux-la-Ville. C'est l'un des établissements pénitentiaires les plus isolés de France. Derrière ces murs, il y a ce que l'on appelle une centrale, une prison où sont enfermées des femmes condamnées à de longues peines. L'homme qui nous accueille s'appelle Eugène Reverbéry. C'est le directeur de la prison. Aujourd'hui, il y a 91 détenues femmes qui sont présentes à l'établissement. Et la moyenne des peines qui sont effectuées ici? Alors chez les femmes, la moyenne des peines est très longue, puisque en règle générale, c'est des peines qui varient entre 10 ans et 30 ans. Eugène Reverbéry connaît bien son métier. En 35 ans de pénitentiaire, il a connu 17 établissements. Mais Joux-la-Ville est un établissement tout à fait à part. Combien d'entre elles ont encore des contacts, des visites, des parloirs? Combien d'entre elles ont encore des contacts avec l'extérieur? Alors malheureusement, il n'y a que 15%, on dira, de femmes qui ont encore des relations avec l'extérieur. 15%, donc il y a 80-85 femmes ici, détenues, oui, qui n'ont plus de relations avec leur famille ou des proches. Pas de visite. Pas de visite. Jamais de visite. Jamais. Jamais. C'est ça qui est très dur à supporter pour ces femmes-là. Oui, plus encore pour une femme que pour un homme. Tout à fait. C'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes, toujours, la détention d'ailleurs. Nous avons rencontré certaines de ces femmes. Elles sont ici pour des crimes parfois insoutenables. Elles ont accepté de nous parler de leurs sentiments de culpabilité, de leurs souffrances, mais aussi de leurs espoirs. Il y a Sandrine, 26 ans, et son tempérament de feu. Il y a Geneviève, la doyenne. Elle a 73 ans. Elle souffre énormément de la solitude. Il y a aussi Valentine. Elle a 40 ans et pense sans cesse à ses enfants. Bonsoir. Enquête exclusive vous propose ce soir de pénétrer un univers jusque-là assez peu exploré, celui des prisons pour femmes. C'est un monde dérangeant, un monde parfois impitoyable, comme vous allez le constater ce soir tout au long de nos reportages. Et nous sommes ce soir à Joux-la-Ville, près de Dijon. Il faut savoir qu'en France, sur 62 000 détenus, il y a 2300 femmes. C'est pas beaucoup, mais c'est un chiffre en constante augmentation depuis quelques années. Tout d'abord, un document tourné dans une prison pour femmes aux États-Unis. Elles y vivent un amour impossible, un amour interdit, parfois avec des surveillants de la prison. Certaines d'entre elles vont accoucher en prison. Leur témoignage est tout à fait bouleversant. Nous allons par ailleurs vous emmener en Angleterre, dans un centre pénitentiaire, Stayal. Il faut savoir que pour les femmes, la prison, la découverte de la prison est un choc, une rupture, plus encore que pour les hommes. Elles le supportent souvent très mal. À Stayal, on a donc commis l'erreur de couper les cas les plus difficiles. Résultat, 6 suicides en moins d'1 an. C'est un document proposé par Bertrand Deveau. Ma fille est morte en prison. Elle n'avait que 18 ans. Elle y est entrée un vendredi et le lendemain soir, elle était morte. Pendant ces 24 heures, elle a vomi. Elle a eu des convulsions, des problèmes cardiaques. Elle saignait du nez et de la bouche au moment de sa mort. Bien qu'il savait qu'elle faisait une overdose, plusieurs membres du personnel pénitentiaire, y compris une infirmière, ont quitté sa cellule et fermé la porte à clé. Sarah Campbell est la 3e des 6 femmes mortes à la prison de Style, près de Manchester, en l'espace d'1 an. Pourquoi de tels drames dans cet établissement en particulier? Et qu'est-ce qui a poussé ces femmes à se donner la mort ainsi dans leur cellule? Vous vous demandez pourquoi elles mettent fin à leur putain de vie? Vous ne réagissez même pas quand on enclenche la sonnette d'alarme. Je me suis coupé le bras 3 fois ce matin. Ils vous poussent à vous donner la mort. Après le 6e décès, un nouveau directeur a été nommé à la tête de l'établissement.
Mais la réunion quotidienne que font les surveillants sur les événements de la veille démontre que cette prison est en état d'alerte permanent. À 16h52, mademoiselle R s'est ouvert le bras avec un rasoir. À 20h45, mademoiselle K a agressé un membre du personnel avec une lame. À 22h30, mademoiselle H s'est ligaturé le cou. À 23h25, mademoiselle S s'est fait 2 ligatures serrées autour du cou. Oscar 1 l'avait examiné les 3 et 6 novembre. À 23h35, les secours sont appelés pour mademoiselle F qui ne réagissait pas. À 23h44, mademoiselle H avait un sac en plastique sur la tête. À 23h55, mademoiselle S s'est ligaturé le cou. Voilà pour les événements de la soirée. Pendant la nuit, le personnel a été appelé pour 12 incidents différents. Pendant les 6 semaines du tournage de ce documentaire, il y a eu plus de 150 cas d'automutilation ou de tentatives de suicide. Ces 10 dernières années, le nombre de femmes en prison a plus que doublé et 70 femmes se sont suicidées en Angleterre. Steve Hall est le nouveau directeur de la prison de Style. Il ne se fait pas d'illusions sur sa mission. Dans les prisons pour femmes, on a généralement affaire à des détenus très perturbés. Lors de leur incarcération, il y a toujours des risques élevés d'automutilation et inévitablement des décès. À la prison de Stahl, 40% des détenus ont des troubles mentaux. Parmi elles, 15 à 20% ont des pathologies mentales très sérieuses. L'établissement, pourtant, manque parfois de médicaments. Bonjour, c'est Steve Hall. Merci. Recule ou personne n'aura sa méthadone. Environ 80% des détenus consomment régulièrement de la drogue depuis longtemps. L'une des premières missions de cette prison est de fournir aux femmes détenues des produits de substitution. L'incarcération sans risque est devenue notre priorité numéro 1. Vous pensez qu'on doit d'abord empêcher des crimes? Ce n'est pas le cas. Il s'agit surtout de maintenir ces femmes en vie. Respire à fond. Allez. Beverly? Elle est repartie. Beverly? Allez, Beverly. Allez, je t'en prie. Ça va aller. C'est bien. La plupart des femmes dans cette aile sont en détention provisoire. Celles qui sont en désintoxication et les adeptes de l'automutilation sont surveillées de très près. Je m'appelle Amanda Danton. Je m'automutile depuis l'âge de 9 ans. Il m'arrive de le faire 3 ou 4 fois par jour, parfois même 10 ou 11 fois. Normalement, on lui fait des points de suture, mais sa peau est plutôt épaisse. Ça a commencé quand on m'a abusée sexuellement. C'est ma façon d'exprimer mes sentiments sur cette période, les flashbacks. C'est la seule façon de les chasser de ma tête. On a tout essayé pour Amanda. On a essayé de la faire asseoir, de discuter, d'être gentille, l'attitude froide, débrouille-toi, fais ton pansement. Mais on est découragé. On ne sait plus quoi faire. La plupart des femmes qui s'automutilent n'essaient pas délibérément de se tuer. Mais celles qui sont considérées à haut risque sont transférées plus à l'écart dans une unité spéciale de soins. Les femmes qui ont des problèmes de discipline atterrissent également ici. L'équipe de surveillance est constamment sur le qui-vive. Il m'est souvent arrivé de mettre une clé dans une serrure et de savoir que derrière la porte, il y avait une détenue qui s'était lacéré le corps, qui était gravement blessée ou qui luttait même pour rester en vie. Là, une détenue pose un problème, il faut agir. Va-t'en! Lâchez-moi! Arrête!
Elle s'est mise une ligature autour du cou. Le protocole nous commande de les maintenir en vie. L'équipe doit lui retirer. Lâchez-moi! Comme elle ne coopère pas, elle est transférée dans une unité spéciale pour sa propre sécurité. La semaine dernière, elle s'est ligaturée 16 fois. Il arrive qu'on en ait 7 en une matinée. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Oui, 2 fois aujourd'hui, l'équipe est intervenue pour l'empêcher de se tuer. Les femmes les plus fragiles, celles qui multiplient les tentatives de suicide, sont surveillées 24 heures sur 24. Certaines se plaignent d'être privées d'intimité ou de dignité, mais au moins, cela les protège. C'est la première fois que Flo est en prison. La jeune femme est en détention provisoire pour menace de mort. Après avoir essayé plusieurs fois de s'étrangler, elle a été transférée dans cette unité spéciale. Ton comportement nous oblige à te surveiller de façon continue. Il s'est amélioré ces derniers jours, mais avant ça, c'était terrible. Pas d'obéissance, pas de cours, pas de gym, rien. Tu refusais tout et tu te comportais comme une gosse. Tu as fait des progrès. Tu remontes la pente. Mais combien de temps avant de replonger? C'est ce que tu dois te demander. Ou c'est la question que je dois me poser moi-même. Je vais bien. Jusqu'à la prochaine ligature. Je n'ai pas fait depuis... Tu t'es mutilé le 4 juin. Tu tiens bon, mais que se passe-t-il une fois la porte refermée et que personne ne t'observe? Que se passe-t-il quand il y a des problèmes? Que feras-tu alors? Je sonnerai l'alarme. Non, tu ne le fais jamais. Là, je le ferai. C'est faux. Le mois dernier, ici, on a dénombré 148 mutilations, 2 pendaisons, 30 ligatures, 45 blessures par coupure, une blessure aggravée, 6 fabrications de cordes. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Est-ce que ça va baisser ou est-ce que Jackie va continuer à les augmenter? Jackie, justement, vient de se mutiler. Je déteste quand ça sèche. C'est le pire quand on se taillade les bras. Je vais nettoyer ces taches. J'ai avalé la lame. J'attends les radios. Et voilà. Pourquoi avez-vous avalé la lame? Je ne voulais plus me taillader. Et sans lame, je ne pouvais plus le faire. Jackie s'automutile plusieurs fois par jour. Elle vient d'être condamnée à 3 ans de prison pour menace de mort. Elle a de graves problèmes psychologiques, mais ce n'est pas véritablement une femme dangereuse pour les autres. Elle est surtout dangereuse pour elle. Ça fait 5 ans que je n'ai pas eu de problème. Cette fois, j'étais juste bouleversée par la mort de mon père. Le médecin a refusé de venir le lendemain de sa mort. J'étais très en colère. Mon traitement venait de se terminer. J'ai appelé le médecin et j'ai menacé de le tuer s'il ne venait pas. Je n'arrive pas à croire qu'on m'ait donné 3 ans pour ça. J'ai perdu mon père. Mais aussi mon chien et peut-être mon appartement, juste pour une menace. Depuis mon retour ici, j'ai essayé de me pendre. Je me suis ligaturée 2 fois, je me suis tailladée et j'ai fait une overdose. Parfois, je pense que c'est un appel au secours et parfois, je veux vraiment mourir. Il y a ici dans cette prison toutes sortes d'actes de folie, même les plus inattendus. Il y a une détenue qui jette ses excréments par la fenêtre de sa cellule. On traite cet incident comme une protestation par la crasse. Pourquoi jetez-vous vos excréments par la fenêtre? Je ne peux pas la laisser dans l'aile Waite. On va la transférer dans l'unité CSRU. Il n'y a plus suffisamment d'endroits dans la société pour soigner ces femmes avec des troubles mentaux. Alors elles atterrissent en prison. Dans certains cas, il est inévitable que leur état empire, soit parce que nous ne pouvons pas offrir le traitement dont elles ont besoin, soit parce que l'environnement exacerbe leurs problèmes. Pour chaque situation, il faut trouver des solutions, et ce n'est pas toujours facile.
L'odeur est insoutenable. Cela fait 45 minutes qu'elle fait ça et elle continue à le faire. Comme de nombreuses femmes qui s'automutilent, Flo a eu une enfance difficile. Elle a fait ensuite de nombreux séjours dans des établissements psychiatriques avant d'atterrir en prison. Je veux juste échapper à celle que je suis. Je me dis que si je ne me punis pas moi-même, personne d'autre ne pourra le faire. Je fais des séjours à l'hôpital depuis l'âge de 15 ou 16 ans. La schizophrénie, personnalité borderline, double personnalité, j'ai tout eu. Je ne comprends pas tout, sauf le terme trouble de la personnalité. Un instant je vais bien, l'instant d'après je suis déprimée. C'est un cauchemar. Enlève ta main, Mandy. Enlève ta main. Pousse ta main, Mandy. Tony est encore sous surveillance continue. Elle n'a pas créé de soucis majeurs aujourd'hui. Bien. Et Flo? Le moral de Flo s'est bien amélioré depuis hier soir. J'espère qu'elle aura une nuit plus calme. La nuit est le moment le plus dangereux en prison. Les risques d'incidents sont permanents, surtout quand les femmes sont enfermées dans leurs cellules. Flo est sous surveillance continue dans cette unité. Mais les gardiens doivent aussi observer des détenus comme Jackie. Chaque nuit, on surveille ici jusqu'à 25 femmes détenues, car on sait qu'elles courent un risque. Mais en réalité, toutes les femmes détenues ici, il y en a 450, sont en danger. Je vomis. Il me faut des médicaments. J'ai envie de démolir cette cellule. Je suis en colère. J'ai chaud, je suis agitée et gênée. J'ai vraiment besoin de médicaments. Quand on prend son service, on ne sait jamais ce qui va arriver. On redoute toujours ce sur quoi on va tomber en ouvrant une porte. Est-ce qu'on va trouver une détenue qui s'est pendue? Leur seul moyen d'expression parfois, c'est la ligature pour attirer l'attention sur leurs problèmes. Parfois, il s'agit d'un appel au secours. Elles ne veulent pas vraiment mourir, elles veulent qu'on les aide. Elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Pendant la nuit, le personnel a été confronté à de nombreux incidents. 7 cas de strangulation, plusieurs cas de brûlure et 2 femmes qui se sont tailladées. Mais il n'y a pas que des cas psychologiques graves ici. Il y a aussi des détenus comme Karen. Elle sera bientôt libérée. Je m'appelle Karen. Je suis là à cause d'un vol à l'arraché. J'ai purgé en tout 2 ans et 8 mois. Je serai relâchée dans 3 semaines. Je vais pouvoir refaire ma vie. Sa mère se trouve dans l'unité spéciale de la prison. Ma maman est entrée en hôpital psychiatrique quand j'avais 3 ans. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai trouvé mon père mort. J'ai été dans des foyers, des familles d'accueil. Et c'est là que j'ai pris de la drogue et que j'ai appris à me mutiler. Ça va, maman? Oui, ça va. Ce n'est pas une relation mère-fille. On est comme des amis qui se retrouvent après plusieurs années. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé à ma mère à cause de la drogue. C'est rien. Je suis déprimée d'être ici. Je ne devrais pas être là. Je sais. Tout le monde me le dit.
Mais tu as été condamné. Mais je n'arrive pas à l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu as déjà fait 14 ans de prison. C'est quoi 18 mois? Tu en as déjà purgé 6. 12 mois, c'est rien du tout. Ce n'est pas la condamnation, Karen. C'est ce que j'ai perdu. Quand mon père est mort, je croyais que j'avais tout perdu. Mais je suis encore là. J'ai survécu en fin de compte. Ma maman ne va pas bien. Je dois l'aider de mon mieux. Elle a besoin d'aide. Tout ce que je peux faire, c'est être là pour elle. À mercredi. Au revoir. Aujourd'hui, Flo va être examinée par un nouveau psychiatre. Elle est en ce moment particulièrement fragile. Je me suis tailladé les poignets sur les 2 bras. Avec quoi? L'armature de mon soutien-gorge. Je l'ai coupé en 2 et me suis payé une bonne séance de mutilation. Monsieur le directeur, par où voulez-vous commencer? N'importe où. Déborah. Mais elle vient juste de jeter son déjeuner, alors. Déborah, le directeur veut te voir. Déborah, ça va? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux entrer pour te parler? Déborah, tu sais que je dirige la prison. Je ferai ce que je peux pour t'aider, mais je dois te parler pour ça. Je refuse de parler à un barbare blanc. Déborah, évite d'employer ce langage. C'est bon? Désolé, monsieur. Je vais devoir vous punir pour ça, désolé. Tony, le directeur veut te voir. Bonjour, comment ça va? Bien. Qu'est-ce qui est bon ou mauvais? Tout est mauvais ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le droit de bouger ou de voir mes copines. Je dois recevoir mes visites en cellule. Alors ma petite sœur doit traverser toute la prison pour me voir. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi en ce moment? Retourner dans l'aile. Ça va mieux, Tony, mais pas encore assez pour te réintégrer. Tu as été honnête en nous disant que si tu retournais dans l'alouette, tu te couperais les veines. Le problème, c'est que Tony ne peut pas s'en passer. C'est comme une drogue. Quand je me taillade et que le sang coule, je me sens mieux. Mais ça ne marche que pendant quelques heures ou jusqu'au lendemain. Et là, j'ai besoin de le refaire. On devient accro à ça. La tendance à l'automutilation de Tony est si sévère que la jeune femme a été placée en surveillance continue. Quand je me drogue, je ne suis plus moi-même. Si on me regarde de travers ou on me fait une remarque, je flippe et j'agresse. On se sent invincible avec la drogue. On a le monde à ses pieds. On peut tout faire. J'ai commencé la drogue pour oublier les sévices que j'ai subis quand j'étais petite. Aujourd'hui, on m'aide, mais j'en avais jamais parlé et c'est dur. Et je me déteste au fond de moi-même. Je ne m'aime pas du tout. Je ne suis pas gentille, je le sais. De son côté, Flo va de plus en plus mal. Je ne vais pas m'en sortir, pas vrai. Pourquoi? Si j'étais pas là, je serais à l'hôpital. Je t'ai déjà dit et je te le répète, quand des obstacles se dressent sur ta route, il ne faut pas baisser les bras. Il faut te battre. Tu es d'accord? Pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, alors tu fais quoi? J'abandonne, je suppose. J'abandonne. C'est des foutaises. Je me suis battue toute ma vie. On est marre de lutter. Qu'allons-nous faire alors? Qu'allons-nous faire durant les prochaines 24 heures? Aide-moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas prendre toutes les décisions. Fiche des prochaines 24 heures. Je ne pouvais pas la faire taire ou passer sa tête à travers la fenêtre. Tu dois être plus positive, tirer des conclusions un peu plus positives par rapport aux épreuves que tu traverses.
Et si tu allais prendre l'air? Allez. Pendant que Flo cherche à se calmer dehors, Amanda, elle, commence à faire une crise. Pourquoi tu donnes des coups de pied? Parce que je suis pas une gosse. Donner des coups de pied dans la porte fait de toi une adulte? Elle a dit que j'étais méchante et que je me comportais comme si j'avais 3 ans. Les enfants donnent des coups et crient quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Tu as dit au directeur ce matin, après avoir cassé 2 télévisions vendredi, que tu te tiendrais à carreau. Tu perturbes les autres en donnant des coups dans la porte. Un médecin psychiatre vient tout juste d'arriver et demande des nouvelles de Tony. Elle sait que la jeune femme est fragile. Je n'ai pas vu Tony depuis la semaine dernière. Je voudrais savoir ce qui lui est arrivé depuis mercredi dernier. On a souvent des problèmes avec elle parce qu'elle veut imposer sa volonté. Son plan, c'est d'échapper à la surveillance continue, de retourner dans l'aile, de trouver une lame, de la drogue et de se taillader. Sa mère vient la voir aujourd'hui. Voici Madame Hargreaves, la maman de Tony. Tout le monde pourrait se présenter. Dis-moi honnêtement ce qu'on va faire de toi maintenant. Sérieusement? Remettez-moi dans l'aile. Tu sais qu'on ne le fera pas, car je sais et tu sais que si tu trouves le moyen, tu vas te couper. C'est pas vrai. Tu le feras. Non. J'ai peur qu'elle se mutile. C'est aussi ce qui nous fait peur. J'ignore beaucoup de choses parce que Tony ne m'en parle pas. Je vais t'expliquer une chose. Nous t'avons mis derrière cette porte parce qu'on veut que tu restes en vie. Je t'ai souvent dit que si tu continues à te taillader, un jour, tu iras trop loin. Et on ne pourra plus rien faire pour toi. Je me sens mal parce qu'on a déjà perdu un fils, alors... Ça m'affecte maintenant. Ça t'affecte comme tu affectes ta maman. Tu sais ce que cette femme subit? Bien sûr que je le sais. Alors pourquoi tu continues? Si j'étais pas ici, je ne causerais pas tant de problèmes. Le comportement d'Amanda est de plus en plus inquiétant. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois depuis que je vous ai vu. Elles prennent mes affaires, mes boissons, mon tabac, et elles me traitent de tous les noms comme tailladeuse, sans espoir. Je suis un échec. Lorsqu'on s'occupe d'une fille comme Amanda, on perd patience. On est humain en fin de compte. Mais on doit être professionnel et la garder en vie. Pendant le week-end, le moral de Flo est tombé très bas. La jeune femme a essayé de s'étrangler 3 fois. Flo? Flo? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On m'a dit que tu as été violente avec le personnel parce que tu refusais qu'on enlève les ligatures. Ils auraient dû les laisser. Je vais te laisser réfléchir, parce qu'on ne fait aucun progrès. Non. Pas vrai? Je te laisse réfléchir. D'accord. Certaines détenues exigent qu'on passe beaucoup de temps avec elles. De temps en temps, ça devient pénible. J'en ai marre de tout. C'est tout. T'as cumul. Je passe au tribunal lundi. Je ne supportais plus le bruit. Les coups dans la porte n'arrêtaient pas. Certains jours, c'est calme. Et certains jours, c'est pire que d'être dans un zoo. Flo, en réalité, a du mal à rester seule. Ce soir, elle fait tout pour attirer l'attention. Qu'est-ce que tu dis? Tu as froid? Je ne peux pas t'aider si tu ne me dis pas quel est le problème. Je ne me sens pas en sécurité pour l'instant. Pas en sécurité. D'accord. Je préfère que tu sois honnête avec moi. Combien de fois t'es-tu ligaturée? 3. Pardon? 3 fois. Oui. Ils ont pris mes couvertures. Ils les ont enlevées pour éviter que tu les déchires pour t'étrangler.
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle veut ses couvertures. Je lui ai dit qu'on les avait retirées parce qu'elles étaient très costaudes. Elle m'a remercié pour lui avoir donné le tuyau. Mais je n'écoute pas ses menaces. Elle essaie de te manipuler. Elle ne me manipule pas. Je refuse de l'écouter. Tu vas t'habiller aujourd'hui? Non. Non? Pourquoi tu veux pas t'habiller aujourd'hui? Flo, on t'apporte ton dîner. Je sais que tu n'en veux pas, mais on te le laisse quand même au cas où tu changerais d'avis. D'accord? Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai énervé Mademoiselle Horsfield. Vous pouvez m'excuser auprès d'elle? Je le ferai. Mais la meilleure façon de t'excuser auprès de Mademoiselle Horsfield, c'est de prendre un bon départ cet après-midi. Essaie de manger un peu, d'accord? Ok. Ta réintégration va être très lente. Si tu ne participes pas aux activités et que tu ne communiques pas avec nous. Mais je le fais. Essaie de prendre part aux activités. On essaie de te permettre d'exprimer ta colère, tes frustrations, plutôt que de les masquer derrière la drogue. Es-tu très en colère? Oui. J'ai besoin de m'asseoir parce que j'ai mal aux jambes. Je t'ai expliqué que l'image que tu projettes d'être une dure et le leader du groupe, la fille qui refuse toute aide, je t'ai déjà dit que pour moi c'est une façade, une façon de te protéger. Oui. Il y a des centaines de femmes qui ont réussi à lâcher la drogue. Moi, je n'arrêterai jamais la drogue. Tu dois choisir de vivre au lieu de choisir de mourir. Et tu trouveras des raisons pour vivre. Il en existe des milliers si tu cherches bien. Non. Ça doit être l'une des conversations les plus déprimantes que j'ai jamais eues. Et la plus triste. Tony n'a plus aucun espoir. À la prison de Style, le problème de la surveillance continue provoque un vrai débat. Cette surveillance aide-t-elle véritablement les prisonnières ou bien aggrave-t-elle leur état? Pour tenter d'y répondre, le directeur de l'établissement a aujourd'hui convoqué les surveillants et plusieurs psychiatres. Y a-t-il une alternative efficace à la surveillance continue? Tout ce qu'elle conçoit, c'est qu'à la première occasion, elle va se pendre ou attacher des ligatures autour de son cou. Ce n'est pas à chaque occasion. Cela semble lié à un événement ou un changement d'humeur à un moment donné. Je ne pense pas qu'on puisse dire si elle le fera ou non. Mais il faut prendre un certain risque à un moment donné. À mon avis, c'est une façon de passer à une étape supérieure. On devrait abandonner la surveillance constante. D'accord. C'est décidé. On fait de bons progrès et on devrait continuer. Flo, nous sommes revenus te voir. Tu vas quitter la surveillance continue, ça te va? Assieds-toi, s'il te plaît. Je voudrais te voir. Est-ce que ça va? Oui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous, d'accord? Oui. Bon, à tout à l'heure. On essaie de t'aider, Tony. Essaie de parler avec nous. Ça fait un mois que j'essaie. Et où est-ce que ça m'a amené? Mais tu veux quitter la surveillance continue? Non, j'adore être là. Viens nous voir pour en parler et on te transférera. Le directeur a décidé de les transférer toutes les deux aujourd'hui. C'est sa décision. Exceptionnellement, Tony et Flo, cette nuit, n'étaient pas sous surveillance continue. Les gardiens ont quand même gardé un œil sur elle et la nuit s'est déroulée sans incident. Tôt ce matin, une autre femme détenue a jeté tous ses vêtements par la fenêtre. Elle est nue dans sa cellule, refuse de parler. Cela fait déjà plusieurs fois. Elle ne devrait pas être en prison, mais dans une institution psychiatrique. On n'a que peu d'institutions de ce genre. On manque de lits. Et l'alternative, c'est de la relâcher au sein de la communauté. Il n'y a aucun endroit pour ces détenus. Mais elle ne devrait pas être en prison, c'est sûr.
Il y a de plus en plus de professionnels de la santé mentale qui viennent dans les prisons. Mais c'est clairement insuffisant. Pour Karen, la fille de Jackie, la libération approche. Mais l'état de sa mère ne cesse d'empirer. Jackie vient d'être transférée à nouveau dans l'unité spéciale. Amanda, elle, terminera sa peine dans une autre prison. Les institutions ne veulent pas d'une détenue qui se mutile si souvent. On sait quelles seront les conséquences sur le fonctionnement de l'établissement, avec les escortes médicales, les gardes à l'hôpital, les surveillances renforcées pendant la journée. Certaines de ces femmes ont de tels problèmes que les voir survivre à une journée, rester en vie, on se dit qu'on a bien travaillé. Il y a des jours où à Stahal, on retrouve un peu le sourire. Mais il y a ici un problème de fond. La prison est-elle véritablement faite pour ces femmes-là? Il n'y a pas eu de décès à Stahal depuis un certain temps. Mais il y en aura d'autres parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation où les détenus continuent à commettre des actes aussi risqués. Tôt ou tard, quelque chose ira de travers et ça coûtera des vies. Cette nuit encore, on a relevé de nouveaux cas d'automutilation, des ligatures, des crises d'hystérie et même une tentative de suicide. Si on regarde l'avenir avec optimisme, on voit qu'on réussit à mieux gérer les détenus qui ont de sérieux problèmes en prison. Il y a des progrès dans ce domaine. Si on est pessimiste, on estime qu'il y aura de plus en plus de femmes en prison avec de sérieux problèmes. Le système va finir par s'effondrer à cause de la surcharge de travail. Après 3 ans de prison, Karen, la fille de Jackie, a enfin été libérée. Flo, elle, a été transférée dans une unité de sécurité maximum après avoir passé 6 mois en détention provisoire. Tony est retournée dans l'El-Waite après son procès. Elle a rejoint une autre prison. En appel, la condamnation de Jackie a été réduite. Elle s'est automutilée plus de 150 fois en prison. Quant à la détenue qui jetait ses vêtements par la fenêtre, elle est maintenant dans un hôpital psychiatrique. Pour les femmes, la prison est un choc extrêmement violent. Beaucoup d'entre elles ont du mal à supporter l'enfermement, l'isolement, le manque d'amour. Mais le plus dur, c'est la coupure avec le monde extérieur, car au bout de quelques mois, quelques années, les compagnons, les maris, les amis ne viennent plus au parloir. À Joux-la-Ville, ces femmes sont pour la plupart suivies par un psychologue ou par un psychiatre. Mais cela ne suffit pas toujours. Il y a aussi des tentatives de suicide? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y a des suicides aussi, de temps en temps. Malheureusement, comme à l'extérieur. Il y en a eu ici? Comme à l'extérieur, oui, des suicidés, oui. On a eu des pendus, malheureusement. Mais c'est pas facile, hein. Pas facile à gérer. Après, il y a toute une cellule psychiatrique qui se met en place dans l'aile. De soutien psychologique. Ce qui est normal. Il y a la famille, après, qu'il faut accueillir. Donc là, c'est le rôle du directeur. Le directeur accueille la famille, lui montre où le détenu habitait, on va dire entre guillemets. Et puis, le pourquoi du comment, généralement, je vais vous dire une chose, celui qui veut se suicider va se suicider. Celui qui veut donner une alerte, il va donner une alerte. Celui qui veut vraiment se suicider, il a tous les moyens pour se suicider. Il prend un drap, c'est fini. Il prend une cordelette, c'est fini. Allez-vous, Valentine a été condamnée à 24 ans de prison. C'est très bien décoré tout ça. Une peine interminable. Mais la jeune femme a trouvé les ressources pour survivre. Elle a fait en sorte que son regard puisse s'accrocher à des messages d'humanité. Quel a été le premier choc? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le bruit des clés, les portes qui claquent, les gens qui crient. On se croirait dans un autre monde. On ne parle plus, on se nourrit plus, on se demande ce qui nous arrive, qu'on voudrait sortir, parce que des fois on ne comprend pas. Enfin, pour ma part, je n'ai pas trop compris au début. Je ne me rendais pas compte de la gravité. Du crime que vous aviez commis. Oui. Et je pensais qu'ils s'étaient trompés, qu'ils allaient me faire sortir le lendemain. Et puis bon, après, avec le temps, les femmes le vivent plus mal que les hommes, parce qu'à la base, elles sont mères.
Et d'être séparé de ses enfants, c'est ce qu'il y a de plus dur en fin de compte. C'est vrai que pour moi, ça a été un grand choc. Quelle est la plus grande difficulté justement quand on affronte une longue peine comme vous? C'est justement le temps qui passe, de marquer le temps, de s'y accrocher, de s'accrocher au calendrier, aux jours qui passent, ou bien de l'oblitérer complètement, de l'oublier? Je pense qu'il faut quand même l'oublier un peu, parce que sinon on ne vit plus. Mais se donner des dates, d'année en année, après se dire j'ai fait ça pendant 1 an, donc j'ai avancé d'une année, j'ai une année de moins à faire. Donc vous ne comptez pas les jours ni les mois, vous comptez les années? Oui, les années c'est plus facile. Est-ce que vous continuez à recevoir de la visite de l'extérieur? Parce que beaucoup de femmes, nous a-t-on raconté ici, au bout de quelques années, ne reçoivent plus de visite du tout. C'est vrai que avec ma longueur de peine, j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai une famille qui est très proche de moi. Et je reçois la visite de mes parents 1 fois par mois, et 1 fois par mois avec ma sœur également. Et des enfants 1 fois par mois, et depuis 7 ans. Et ils passent combien de temps avec vous? 2 heures. Il n'y a pas moyen de faire plus? Non, malheureusement. Et alors avec les enfants, comment ça se passe? Ça se passe bien, ils évoluent avec nous et nous on évolue avec eux, on les suit par rapport à l'école. On n'est pas qu'un souvenir pour eux, on est une réalité. Quand vous dites nous, vous parlez aussi de votre mari qui est détenu pas loin d'ici? Voilà, oui c'est vrai, c'est ça. Qui est en train de vivre la même peine? Exactement. Vous avez été condamné donc pour un crime, à une peine lourde de plusieurs années de détention. Comment aujourd'hui vous voyez ce crime? Et quel regard vous avez sur la femme que vous avez été, puisque je suppose que la détention vous a aussi changé? Oui, alors par rapport au crime, il faut pouvoir l'accepter. C'est le sentiment de culpabilité qui est très difficile à affronter. Oui. Ma culpabilité me bouffe, et me bouffera jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Votre mari est donc en détention pas loin d'ici, dans le même établissement pénitentiaire, mais au-delà de ce mur, que l'on voit d'ailleurs à travers la fenêtre de votre cellule. Vous partagez la même expérience et en même temps, est-ce que vous avez l'impression qu'il vit la même chose que vous? Non, on ne vit pas les mêmes choses. Du fait que lui, c'est un homme, il a une condition de vie différente de la mienne en prison. Les conditions de vie chez les hommes sont différentes de chez les femmes. Et il a une souffrance qui est sûrement différente de la mienne. Exemple? Puisque vous le voyez toutes les semaines et que vous pouvez confronter vos expériences respectives. Je pense que lui, il a moins de culpabilité que moi déjà. Il arrive mieux à passer le cap, quoi. Et vivre en détention dans un quartier de femmes, c'est très différent que de vivre en détention dans un quartier d'hommes. Quelles sont les relations entre les femmes détenues? Elles sont quand même relativement mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aide, tout le monde se tire dans les pattes. Si quelqu'un peut vous casser, il vous cassera, quoi. Et c'est malheureux, je trouve. Parce qu'on est toutes dans la même galère, et si on pouvait toutes s'entraider les unes aux autres, ça serait mieux. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a en prison peu de solidarité entre les femmes. Parfois, cela peut même être très violent. Sandrine, qui n'est pourtant pas du genre à avoir froid aux yeux, a eu beaucoup de mal à s'imposer ici. Merci de nous accueillir. Alors, vous faites visiter? D'accord. C'est petit, mais bon. Petit, car les cellules ne font que 9 mètres carrés. Alors, vous êtes là depuis combien de temps? Ici à Jouxtaville, depuis le 28 août. Sinon, ça fait 7 ans que je suis incarcéré. 7 ans d'incarcération? Oui, ouais. Depuis mes 19 ans. J'ai 26 ans maintenant, et depuis mes 19 ans, mais là je suis proche de la sortie quand même. Et alors, c'est quoi la prison pour vous? Ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup cassé aussi. 19 ans, donc la prison et le changement de prison tous les 3-4 mois. Ah ouais. En tout, j'ai fait 13 transferts. J'ai fait pratiquement toutes les prisons du Sud. J'ai fait Nîmes, Perpignan, Albi, Marseille. Et on vous changeait de prison, pourquoi? Soit parce qu'on était plusieurs dans la même affaire, soit parce que j'étais passage, donc transfert disciplinaire. Donc, vous étiez passage parce que je faisais des bêtises, vous criez des détenus qui avaient un casier judiciaire lourd et qui avaient une mauvaise influence sur vous. Oui, puis on faisait des bêtises au sein de la prison, agression, enfin des trucs pas très... Et puis j'avais tout le temps en guitare. Ah.
Donc ça aussi... L'unitaire, c'est quoi? On est seul? On est complètement isolé de tout le monde, 24/24. Sauf la personne qui vous apporte les repas, bien sûr. Voilà, on voit que les surveillants. Pas de télévision? Pas de télévision, pas de poste. Et c'est surtout l'isolement qui est difficile. 45 jours là-dedans, ça pèse. Et la détention, qu'est-ce qu'elle a détruit en vous et qu'est-ce qu'elle a construit en vous? Déjà, elle m'a détruit, déjà parce que j'ai été victime de choses pas très faciles. Par exemple, je me suis fait planter avec un coup de ciseau, 2 coups de ciseau, j'ai eu des agrafes dans la tête pour un morceau de cannabis. Parce que bon, je suis une fumeuse. En détention? Oui. Je fume beaucoup de cannabis, je le reconnais. Et sinon, il y a beaucoup de pression, parce que chez les femmes, c'est pas facile. Hein. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ah bon, oui. Moi, je peux plus supporter les femmes, je peux plus les voir. On pouvait penser, vu de l'extérieur en tout cas, qu'il y avait plus de solidarité dans un univers de femmes que dans un univers d'hommes. Les filles, c'est des petits clans, quoi. C'est des clans et quand il y a un truc qui va pas, tout le monde se vous saute dessus ou on vous fait la tête pendant. C'est une pression, quoi. Ce sont des agressions verbales, j'imagine. Agressions verbales, physiques. Physique. Vous avez été agressé? Oh, bien sûr, oui, j'ai dû me battre plusieurs fois parfois, je me suis même trimballé avec des ciseaux dans ma poche parce que j'avais peur de. Ah ouais, parce que on sait jamais, quoi. Il y a des filles qui ont fait des délits, elles en ont rien à foutre, hein, elles ont plus de 30 ans. Franchement, 2 ans de plus ou 2 ans de moins, ça leur change rien. Alors, vous êtes en train de préparer donc votre sortie? Oui. Depuis combien de temps vous la préparez? En fait, depuis mars 2005. Sachant que vous sortez dans quelques mois. Oui, l'année prochaine, normalement. Psychologiquement, vous êtes déjà dehors? Non, j'ai très peur, parce que je connais pas les euros, je connais pas Internet, je connais pas les SMS, c'est des trucs bêtes pour vous, peut-être, mais pour moi, c'est des trucs... J'ai jamais vu un billet d'euros. C'est le monde extérieur qui vous fait peur? Oui. Le fait que, entre le moment où vous êtes rentré et le moment où vous allez sortir, la société a changé. Mais vous sortez dans 1 an, il est prévu donc que vous soyez réinséré, vous avez un accompagnement d'ores et déjà pour préparer votre sortie, non? Un accompagnement, oui. Non? Non. Et ici, donc, on vous garantit quand même un logement à la sortie? Oui, un foyer. Un foyer, dans lequel vous allez retrouver d'autres ex-détenus. J'ai pas du tout envie de retourner dans ce genre de contexte. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas de famille. Non. Et justement, le fait de se retrouver comme ça dans la vie, sans filet, sans la discipline de la prison, ça vous fait peur aussi, d'une certaine manière ou pas? Oui, parce que j'ai une certaine hygiène de vie ici. Je mange à tous mes repas. Puis vous avez des relations humaines, même si c'est parfois compliqué avec les détenus, avec les surveillants. Alors que dehors, je serais complètement toute seule, c'est à moi de créer des liens. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça, tout reconstruire. Pour moi, c'est un peu une renaissance parce que là, j'étais rentré avant mes 20 ans et je sors quelques années avant mes 30 ans, donc ça fait quand même une grosse différence. Bon, en tout cas, bon courage. À 30 ans, l'âge de sa sortie, Sandrine découvrira donc un autre monde. Il faudra qu'elle s'adapte. Elle n'a pas le choix. Mais Sandrine est jeune. Elle a une vie devant elle. La possibilité encore de construire une famille, de redevenir pleinement femme. Dans un instant, des femmes détenues qui justement souffrent de ne pas avoir de vie affective et même sexuelle en prison. Le sexe, la tendresse, c'est ce qui me manque le plus ici. Ça m'obsède. Tous les gardiens se doutent que Laurie et moi sommes ensemble. Et on ne l'affiche pas. Il faut rester discrète. Des femmes qui s'accrochent à un peu d'amour et un peu de tendresse pour ne pas se sentir seules. Des femmes qui témoignent à cœur ouvert et avec émotion. C'est dans un instant. En prison, la misère sexuelle et sentimentale est un vrai problème. Et ici, à Joux-la-Ville, hommes et femmes sont détenus côte à côte, mais tout à fait séparément. Il y a parfois des cas d'ailleurs où des maris sont détenus à quelques centaines de mètres de leurs femmes, mais ne peuvent les rencontrer au parloir qu'une fois par semaine. Nous allons maintenant vous emmener dans une prison américaine avec des femmes qui vivent des histoires d'amour particulièrement difficiles, parfois interdites, notamment avec des gardiens de prison. Certaines d'entre elles vont accoucher derrière les barreaux. Leur témoignage. Est bouleversant. La prison de femmes du Tennessee dans le sud des États-Unis, l'un des établissements les plus sécurisés du pays. Derrière ces barbelés, 700 femmes enfermées sous haute tension qui vivent des histoires d'amour secrètes, choquantes, interdites, parfois belles et émouvantes. Il y a Billy,
Condamnée pour trafic d'identité, cette jeune femme très coquette vit une passion mystérieuse avec un inconnu qui lui envoie régulièrement des lettres d'amour et des dessins qu'il a fait d'elle. Voilà comment il m'a dessiné. Qui est cet homme qui semble si bien connaître l'univers carcéral? Ont-ils eu des relations à l'intérieur même de la prison? Les surveillants mènent l'enquête. Il y a Tammy. Condamnée pour vol avec violence, cette femme de 31 ans qui est mariée vit une histoire d'amour cachée avec une autre détenue. Comment les deux femmes vivent-elles cette relation au quotidien puisque l'homosexualité n'est pas autorisée en prison? Si vous êtes prise en flagrant délit, on vous transfère en isolement. Il faut être prudente, mais tous les gardiens se doutent que Laurie et moi sommes ensemble. Mais on ne l'affiche pas. Il faut rester discrète. Il y a Renée. Condamnée pour vol et escroquerie, cette future maman est enceinte de 4 mois. Il me tarde d'accoucher, mais je ne veux pas accoucher en prison. Va-t-elle obtenir une libération conditionnelle pour accoucher à l'extérieur? Tout dépendra de l'audition que la jeune femme doit passer devant le juge d'application des peines. Dans ce pénitencier pour femmes, on enferme également celles qui ont commis des crimes sexuels. Et il y a même ici la plus jeune condamnée à mort des États-Unis, là aussi pour une histoire d'amour mais qui a très mal tourné. La plupart de ces femmes sont détenues dans l'unité numéro 3 de la prison, un bâtiment spécial sous surveillance maximum, surnommé Max. Derrière ces murs, il y a 24 cellules individuelles. Le personnel est ici particulièrement vigilant. L'unité 3B, c'est une unité où l'isolement est obligatoire et la sécurité maximale. On y enferme aussi les femmes considérées dangereuses pour la prison ou qui risquent de s'évader pendant l'enquête. Dans l'unité Max, les femmes détenues les plus dangereuses ont des menottes et des chaînes aux pieds. Elles les portent même pour un court trajet aux douches ou pour aller à la salle de loisirs. Dès qu'elles sortent de leur cellule, elles sont obligatoirement attachées et escortées par 2 surveillants. Billy, en apparence, n'est pas considérée comme dangereuse. Mais ses attitudes, un peu aguicheuses, en font une détenue à surveiller de près. J'ai atteint ma maturité sexuelle en prison. Mes hormones peuvent me jouer des tours. Le sexe, la tendresse, c'est ce qui me manque le plus ici. Ça m'obsède. Comme beaucoup de détenus ici, Billy veut rester une femme, même derrière les barreaux. Alors elle prend soin d'elle et n'hésite pas à se pomponner chaque jour. Toute personne qui se respecte essaie de s'occuper d'elle. Moi, j'essaie d'avoir l'air normal en me maquillant. Je veux montrer que la prison ne prend pas le dessus. Je me fais belle pour moi, pas parce que j'ai un rendez-vous galant. En réalité, Billy a quelqu'un dans sa vie, un homme dont elle ne donnera pas le nom, avec lequel elle vit une grande passion. Il est super sexy. Il a dit qu'on achèterait un château en Roumanie. Je lui avais envoyé une photo de moi. Et lors de la distribution du courrier, j'ai remarqué une grosse enveloppe. Je savais que ça venait de lui. Il m'a écrit un mot en disant « J'ai peut-être exagéré certains traits physiques, mais j'espère que tu aimeras le dessin. » Voilà comment il m'a dessiné. Billy reçoit beaucoup de courriers, comme d'autres femmes ici. Par mesure de sécurité, toutes les lettres et les paquets sont ouverts. Là, on vient juste de découvrir quelque chose de suspect dans cette enveloppe adressée justement à Billy. Dès que je l'ai vu, ça m'a choqué. J'en ai tout de suite parlé à mon responsable et il a ouvert une enquête. Le service du courrier m'a contacté, il venait juste de trouver la photo d'un ancien surveillant de la prison. Billy est alors tout de suite interrogé. Je ne suis pas du genre à démarrer une relation avec un gardien. Je ne l'ai jamais fait. Elle a nié, disant qu'elle ignorait pourquoi il lui avait écrit. Il n'y avait jamais rien eu entre eux. J'en ai parlé à la directrice de la prison, car cela peut représenter un vrai risque pour la sécurité. Billy a-t-elle entretenu une relation amoureuse avec un surveillant à l'intérieur même de la prison? Si oui, elle risque une condamnation encore plus lourde. La direction de l'établissement décide donc de prendre des mesures. Veuillez vous avancer. Ok. Première mesure,
Billy est immédiatement transféré dans le quartier de haute sécurité, l'unité Max. Pourquoi? Je sais seulement qu'une enquête est en cours pour un acte que vous avez commis ici et qui pourrait entraîner une mesure disciplinaire de catégorie A. Vous comprenez? Pas vraiment. Je vous expliquerai tout ça quand vous serez dans l'unité numéro 3. Avancez pour qu'on puisse vous fouiller. Billy prétend qu'elle n'a rien fait de mal. Nous avons des informations indiquant que la relation existait avant son départ. Vous parlez d'une relation sexuelle? Pas forcément sexuelle, mais en tout cas le genre de relation qui dépasse les rapports normaux entre un surveillant et une détenue. Ce n'est pas du tout le cas. Durant l'enquête, Billy sera enfermé dans une cellule d'isolement du quartier de haute sécurité. On va vous garder ici pendant 7 jours. Après, soit vous rejoignez les autres détenus, soit vous subirez une sanction disciplinaire de catégorie A. Merci, sergent Henry. Pas de quoi. Je suis très mal à l'aise. J'ai l'impression que ça a quelque chose à voir avec... J'ai l'impression que ça a quelque chose à voir... avec lui. Pour l'instant, Billy doit attendre pendant que les enquêteurs fouillent sa cellule. Ils sont à la recherche de preuves ou même d'indices. Très vite, ils tombent sur quelque chose de compromettant. Voilà une lettre qu'elle lui a écrite. Elle lui précise qu'elle a réussi à cacher leur relation. On utilisera cette preuve lors de son audition. D'autres preuves sont découvertes. Elles sont accablantes. Ça se présente donc très mal pour Billy. Dans cette prison, d'autres détenus, comme Tammy, entretiennent également des relations interdites, mais dans un autre genre. Je m'appelle Tammy, j'ai 31 ans. Je me suis mariée en avril. Et juste après, j'ai été arrêtée et emprisonnée. Dans ma région, c'est presque normal de faire de la prison. On vit dans les montagnes du comté de Grundy et tout le monde fait de la prison là-bas. Une fois arrivé ici, Tammy a dû lutter contre la solitude et le manque d'intimité. Il n'y a rien ici et du coup on rêve d'avoir un peu d'activité. Mon mari n'est pas là, alors j'ai choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une femme. J'ai une petite amie, elle s'appelle Laurie. Elle a 32 ans. On se voit depuis février. On passe presque tout notre temps ensemble. Les deux femmes, toutefois, ne partagent pas la même cellule. Elle range. Salut. Salut. Ça va ma puce? Dans les prisons pour hommes, le sexe est généralement une affaire de pouvoir et de domination. Dans les prisons pour femmes, il s'agit d'abord d'un besoin affectif, d'une recherche de compagnie. Elles ont tendance à établir de vraies relations. Les hommes préservent leur indépendance, alors qu'ici, les femmes semblent former de vrais couples. C'est très émotionnel. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi sexuel et cela peut embarrasser certains. J'ai appelé mon mari le jour de la Saint-Valentin pour lui dire que j'avais une petite amie en prison. Il m'a dit qu'il n'avait rien contre, mais dans ses lettres, il m'a demandé de ne pas faire certaines choses. Le genre de choses que je n'oserais pas faire devant ma mère. En fait, je fais avec elle des choses que je ne ferais jamais avec mon mari. Les relations sexuelles entre détenus sont interdites. Et les sanctions sont sévères. Mais difficile, voire impossible, de surveiller ces femmes 24 heures sur 24. Si vous êtes prise en flagrant délit, on vous transfère en isolement. Il faut être prudente, mais tous les gardiens se doutent que Laurie et moi sommes ensemble. Mais on ne l'affiche pas. Il faut rester discrète. Retour dans l'unité 3. Billy est placé en isolement pendant que l'enquête se poursuit. La jeune femme n'en démord pas, il ne s'est rien passé entre elle et le surveillant. Si vous pouvez prouver que j'avais une relation, alors d'accord. Je purgerai une peine pour ça. Mais il n'y a rien eu, il n'y a aucune preuve. Et il n'y en aura pas car il ne s'est rien passé. Vous comprenez? Mais des éléments troublants trouvés dans sa cellule semblent dire le contraire. Je viens de terminer l'inspection. J'ai trouvé un journal intime. Avec cette photo cachée entre les pages. On la garde comme preuve. Cela confirme le contenu d'une conversation téléphonique qu'ils ont eue entre eux et qui m'a été communiquée. Il y a des appels, des lettres
un journal intime qui indique clairement qu'elle est coupable. On ne peut pas empêcher les détenus d'écrire. Mais là, on a découvert que la relation existait déjà alors que l'homme était encore employé par la prison. Si le gardien a bien eu une relation sexuelle avec une détenue, alors qu'il travaillait encore ici, il pourrait être inculpé et condamné. Ce n'est pas seulement une question de décence, les relations amoureuses entre le personnel et les détenus peuvent mettre la prison en danger. Quand un employé de la prison a une relation avec une détenue, il risque de faire entrer des armes illégalement qui pourraient être utilisées contre des membres du personnel ou des détenus, ou pour les aider à s'évader. Car il peut y avoir des tentations, même du côté des surveillants. Il y a une limite à ne pas franchir. Il faut être poli et gentil. Il faut essayer de les aider. Mais si on entre dans le domaine des émotions et des sentiments, on va trop loin. Billy est-elle allée trop loin? En attendant d'en savoir plus, la jeune femme doit attendre dans l'unité max, où elle est condamnée à l'isolement 23 heures sur 24. Les relations intimes en prison exigent visiblement beaucoup de prudence. Tammy et Laurie préfèrent se voir à l'écart des autres, car les relations homosexuelles trop voyantes peuvent causer des problèmes. Afficher ouvertement une relation, ça peut provoquer des drames. Les filles finissent par se battre, se donner des coups. C'est arrivé déjà. Des filles sont battues dans leur cellule pour un rien, un regard de travers, par jalousie, ou pour une parole déplacée à une petite copine. Tammy et Laurie prévoient de rester ensemble lorsqu'elles seront toutes deux libérées. Je pense que mon mari accueillera Laurie, car tous les hommes rêvent de ça. Mais elle ne sait pas si moi je vais accepter. Laurie est même capable de tuer mon mari et de refaire de la prison pour ça. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur Billy, la jeune femme placée en isolement. Son amant, l'ancien gardien de prison, était en fait un habitué et Billy n'était pas sa seule conquête. On vient d'apprendre qu'il entretenait une relation avec 2 détenus en même temps. Les enquêteurs décident alors de mettre la pression sur la jeune femme, sans pour l'instant lui révéler qu'elle n'était pas la seule à avoir été séduite. Au début, Billy ne démord pas de sa version. Vous m'avez dit que vous ne saviez pas pourquoi il vous avait écrit. C'est ça. Ça aussi, c'était un mensonge? Un mensonge? Oui. Écoutez-moi bien. Ce n'était pas une relation normale. Il n'a pas tout à coup décidé de vous écrire. La relation a démarré ici. À un moment ou à un autre, y a-t-il eu des relations sexuelles? Non, ce n'est pas drôle. Je ne comprends pas pourquoi les surveillants me draguent. Peut-être est-ce à cause de mon physique ou de mon charme. Ils me disent que je suis différente. Donnez-moi les noms, pour me faire plaisir. Vous pouvez éteindre ce truc? Billy ne sait plus comment se défendre. Elle va finir par avouer. Les résultats de l'enquête confirment qu'il existait bien une relation entre eux, alors qu'il était encore surveillant ici. Pour ce cas, les preuves sont accablantes. Dans cette prison, il y a des histoires d'amour secrètes, interdites. Des femmes qui feraient tout pour se voir offrir un peu de tendresse ou voler quelques moments d'intimité. Mais il y a aussi des mamans, comme René, sur le point d'accoucher. Toutes les 6 heures, un bébé naît derrière les barreaux aux États-Unis, un chiffre qui augmente chaque année. Condamné pour vol, René attaque son 4e mois de grossesse en détention. J'ai découvert que j'étais enceinte 2 jours seulement avant mon arrestation. J'étais très excitée. Je ne pensais pas du tout que j'irais en prison. Je pensais pouvoir accoucher en étant libre, même si j'étais encore en cavale. René a aujourd'hui un espoir. Elle vient de faire une demande de liberté conditionnelle pour faire naître son bébé à l'extérieur de la prison. Elle attend avec impatience sa prochaine audition. Je veux juste sortir d'ici, avoir mon bébé et être la maman que je suis censée être. Je ne pourrais pas être une bonne mère en prison. Il me tarde d'accoucher, mais je ne veux pas accoucher en prison. Son audition devant le juge est prévue dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils vont décider, à ton avis? J'espère sortir, peut-être dans 6 mois. 6 mois. Je l'espère. Tu accouches quand?
Le 12 septembre. Ça donnerait quoi? J'aurais tout juste accouché. Je pourrais rentrer chez moi. La liberté conditionnelle de René est à l'étude. Au vu de son dossier, les magistrats ne savent pas encore s'ils vont lui accorder. Vous avez enfreint la règle numéro 6 de votre liberté conditionnelle. Vous avez déménagé sans autorisation. Que plaidez-vous? Coupable. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, mademoiselle Bishop? J'ai quitté l'État du Tennessee le 18 mars parce que ma mère était dans un état critique à Ugly, au Texas. Un ascenseur lui était tombé dessus d'une hauteur de 4 étages. Elle ne pouvait même plus marcher. J'ai dû tout lui réapprendre. Je vais vous faire savoir ce que je préconise dans 1 minute, d'accord? Oui, monsieur. René va-t-elle pouvoir accoucher en dehors de la prison? Cette minute d'attente est insupportable pour la jeune femme. Retour dans l'unité Max. Billy est condamnée à passer 15 jours de plus à l'isolement. Elle s'en sort bien. Mais elle vient d'apprendre qu'elle avait une rivale et ça, c'est un choc terrible. Je me sens trahie. Ça m'est égal d'être enfermée ici. Ce n'est pas ce qui fait mal. C'est surtout la relation qu'il a eue avec une autre. Il aurait dû m'en parler, par amitié. J'aurais compris. On aurait même pu avoir une relation à 3. Je l'aurais sûrement accepté. Ça aurait pu être bien. Le règlement stipule qu'en prison, on doit contrôler les élans du cœur et du corps. Seuls les gardiens sont concernés. Et puis on ne peut pas contrôler ses émotions quand on aime. Et je l'aimais beaucoup. De son côté, René attend la décision. Si la liberté conditionnelle lui est refusée, elle devra accoucher dans l'hôpital de la prison et confier son bébé à une famille d'accueil. Mademoiselle Bishop, je recommande que votre liberté conditionnelle ne soit pas acceptée. Cela pour une violation technique. Je vais saisir le conseil pour qu'il réexamine votre demande de liberté conditionnelle pour le mois de janvier prochain. Oui, monsieur. Le conseil va délibérer. Il vous enverra une copie de sa décision par courrier. Vous avez 45 jours pour faire appel. Oui, monsieur. Merci, mademoiselle Bishop. Bonne journée. Mon bébé va naître en prison. Ils veulent que je fasse encore 10 mois ici. Ils me reverront donc en janvier. Là, j'espère qu'ils m'accorderont ma liberté conditionnelle. Je dois me tenir à carreau. Quand je repasserai devant le conseil, mon bébé aura 4 mois. Dans cette prison, il y a d'autres femmes, mères elles aussi, mais qui ont, elles, commis des crimes sexuels particulièrement difficiles. Ces femmes s'appellent Sherry, Rebecca et Tracy. Ici, on offre un traitement adapté à ces femmes coupables de crimes sexuels. Chez les délinquantes sexuelles, le niveau de violence est le même que celui qu'on trouve chez les hommes. Les victimes sont généralement leurs enfants. Je vivais avec un type. On allait se marier. Il m'a forcé à lui faire une fellation pendant qu'il abusait de ma fille. Rebecca purge une peine de 31 ans pour violence et complicité de viol sur mineur. Si j'acceptais ce qu'il me demandait, je gardais mon foyer. Si je refusais, je risquais de tout perdre. Ma vie, ma maison. Sherry, elle, sortira dans quelques mois après avoir purgé une peine de 8 ans pour attouchement sur mineur. Il avait 5 ans. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Je sais seulement que je lui ai fait mal. Je suis sûre qu'il est très en colère contre moi. Je le comprends. J'ai toujours voulu lui dire que c'était ma faute, pas la sienne. Toutes ces femmes ont elles-mêmes été victimes d'abus sexuels. Mon père, mon grand-père et mon oncle m'ont violée depuis l'âge de 5 ou 6 ans, autant que je m'en souvienne. D'accord. Et toi, Tracy? On veut avancer, mais on ne peut pas. Il faut d'abord assumer. Tracy a été condamnée à 7 ans pour viol et mauvais traitement. Son mari abusait devant elle de leur petite fille de 2 ans. Elle a laissé faire.
Il m'arrive de ne plus avoir envie de suivre le programme. Mais la seule façon de s'assurer qu'il n'y ait plus de secret, c'est d'oser affronter cette réalité tous les jours. On ne peut pas simplement mettre ça dans un coin de sa tête et partir. Une fois libres, ces femmes vont avoir beaucoup de mal à se réinsérer, car leur crime les a marquées à vie. Je dois m'inscrire dans un bureau de l'État. Si je veux déménager, certains endroits me sont interdits. On porte l'étiquette de délinquante sexuelle. Je dois essayer de rester moi-même et ne pas laisser cette étiquette que je porterai toute ma vie m'affecter. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je suis une victime à la base, mais j'ai aussi laissé ma fille devenir une victime. Et si je ne me fais pas soigner, quelqu'un risque encore de souffrir. La plus jeune condamnée à mort des États-Unis s'appelle Krista. Elle a tué par amour. Un meurtre terrible. Il y a 10 ans, alors qu'elle sortait à peine de l'adolescence, elle a torturé, mutilé et assassiné sa rivale, une jeune fille comme elle, qui avait tenté de lui voler son petit ami. À 18 ans, j'ai été jugée pour meurtre avec préméditation. J'ai été condamnée à la chaise électrique. Debout dans le tribunal, j'ai regardé la juge. Elle lisait ma condamnation à mort. Et puis ma mère a commencé à crier de douleur. Et ça m'a bouleversée. J'aurais pu tout supporter, mais pas d'entendre ma mère pleurer. Étonnante confession. La douleur de sa mère l'a en fait plus touchée que sa propre condamnation à mort. Car en réalité, Krista ne regrette rien. J'avais mes raisons pour agir comme je l'ai fait. J'ai mes problèmes. Je pense à ma victime. Oui, j'aimerais pouvoir la ramener à la vie, mais uniquement pour éviter d'être ici. Et ma mère ne souffrirait plus. Mais admettre que je suis désolée qu'elle soit morte? Non. On doit tous mourir de toute façon. Je ne l'aimais pas quand elle était vivante. Elle m'a fait des trucs horribles. Et je lui ai rendu l'appareil. Ici, pour Krista, c'est encore plus dur que pour les hommes qui attendent dans le couloir de la mort. Je suis enfermée 23 heures par jour et 24 heures sur 24 le week-end. Je pourrais dormir avec ça. Je m'y suis habituée. Mais je déteste mes bracelets. Vous êtes prête? Seule concession accordée à Krista, un rendez-vous mensuel chez le coiffeur. C'est génial de pouvoir discuter normalement avec quelqu'un sans être dans une cage ou dans un bocal. Elle a des cheveux très épais. La conversation semble anodine, mais les mesures de sécurité sont bien présentes. Krista, il faut le rappeler, est capable d'une grande violence. Je ne me sens pas menacée ici. Il y a 10 ans que je suis là. Je connais tout le monde. J'ai été la première personne à qui Elisa a parlé à son arrivée ici. Si je devais la mutiler, je l'aurais déjà fait. Krista ne connaît pas encore précisément la date de son exécution, mais elle s'y est déjà préparée. Je me suis tuée des milliers de fois dans ma tête. Je me demande ce que je vais ressentir au moment de mourir. Je me demande aussi à quoi je vais penser quand ils m'attacheront sur la chaise. J'aurais vécu ma vie. De toute façon, on doit tous mourir. Alors autant partir dans la dignité. Krista n'a pas peur, elle n'a pas de regrets. Elle accepte sa mort comme si c'était normal, comme si c'était son destin. Dans cet univers, Krista est un cas unique. Toutes les autres femmes détenues ont besoin de se raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un pour rester en vie. Billy était prête à tout pour se faire aimer. Elle a bravé les interdits et sera lourdement condamnée. Alors qu'elle est mariée, Tammy a choisi d'aimer une femme en prison pour ne pas rester seule. Il faudra juste être très prudente. Renée pensait qu'elle pourrait accoucher libre, hors de la prison, et redémarrer ainsi une nouvelle vie. Elle devra encore attendre, mais elle ne perd pas espoir. Bien
Bientôt, peut-être en 2009, il y aura à Joux-la-Ville des unités de vie où les femmes pourront recevoir leurs enfants, leurs maris ou leurs compagnons pendant tout un week-end. Geneviève, elle, risque de ne voir personne. C'est la doyenne de la prison. Comme de très nombreuses femmes à Joux-la-Ville, elle ne reçoit plus de visites depuis longtemps. Et cette solitude lui pèse terriblement. C'est très dur la vie à mon âge. Vous savez, c'est étant toujours à la même place, même endroit, éloigné de tout le monde. Et vous sortez quand? Vous avez 72 ans, vous sortirez quand? Je ne sais pas exactement. Vous ne savez pas exactement? Non, pas encore. Et il y a combien de temps que vous êtes en prison? Eh bien, ça fait depuis 2003. Depuis 2003. Et c'était votre premier séjour en prison? Oui. Ouais. Vous vous attendiez pas, en tout cas, vous retrouver dans les barreaux à votre âge? Non, jamais. Non, jamais. Jamais j'aurais pensé à ça. Vous avez essayé de décorer un peu votre cellule? Les personnes qui vivent. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites alors comme activité? Eh bien, travailler, j'ai plus le droit, vu mon âge. Et les conditions de détention et l'état d'esprit des femmes qui sont à vos côtés? Personnellement, je ne supporte plus. Ah bon? Voilà, c'est ça. Vous avez du mal? Très, mais... Ouais. Vous êtes suivi psychologiquement? Ah oui, mais heureusement... Prenez des calmants, prenez du cachet, oui, des choses? Oui. Ah oui, sinon vous ne pourriez pas supporter. Non. Ils comprennent pour la dépression, les angoisses, enfin tout ça, c'est horrible. Ouais. Si vous êtes dessus. S'il n'y aurait pas ça, ce serait intenable. Geneviève ne sait pas encore quand elle sera libre. Peut-être dans 5 ou 6 ans. Elle aura alors 80 ans passés. Les femmes que nous avons rencontrées à Joux-la-Ville ont commis des crimes très durs, parfois odieux. Elles le paient cher et ne demandent surtout pas qu'on les plaigne, ni qu'on leur trouve des circonstances atténuantes. Elles demandent juste qu'on leur accorde une seconde chance lorsqu'elles sortiront de prison. Voilà, la nuit est tombée sur ce centre de détention de Joux-la-Ville, près de Dijon. Nous sommes à quelques pas du quartier des femmes. Elles doivent regarder la télévision et je voudrais leur dédier cette émission en les remerciant de la simplicité, de la gentillesse de leur accueil et de leur témoignage. Elles nous ont raconté quelles étaient leurs souffrances, leurs douleurs, mais aussi leurs espoirs en une vie future, puisque certaines d'entre elles vont en profiter ici pour se reconstruire. Alors, à Joux-la-Ville, la plupart des détenus qui sortent ont l'assurance d'un logement et d'un emploi. Il reste ensuite à recréer des liens familiaux ou à créer une famille, ce qui est particulièrement difficile après une expérience traumatisante comme celle de la prison. Cette émission a été préparée par Bertrand Deveau. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur M6.